Donc voilà, pour commencer, je voudrais déjà remercier les trois organisateurs de ce séminaire, Gildas Bréguin, Ninon Dubourg et Fabrice Bertin, de m'y avoir convié. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être là, même si c'est derrière un écran d'ordinateur. Donc puisqu'il est question aujourd'hui des représentations visuelles du handicap, moi je vais vous parler de certaines gravures rupestres exceptionnelles de ce site assez exceptionnel lui aussi, qui est la Vallée des Merveilles dans les Alpes. Alors, ces hypothèses que je vais évoquer, elles ne sont pas vraiment neuves, puisqu'en fait, j'en ai développé une première version lors de mon mémoire de Master 2, ça remonte déjà un peu, version qui était parue à l'époque dans la revue Archeam. Et puis, j'ai eu l'occasion de revenir à nouveau sur le sujet quand Valérie Delattre, de l'INRAP, m'a invité il y a 2 ans à participer à une belle publication collective sur le thème du handicap. Et cette nouvelle version, elle avait été relayée peu de temps après dans la revue Archéologia. Donc voilà, bref, tout ça pour dire en fait que je suis vraiment heureux de réfléchir une nouvelle fois à ces questions, une quatrième fois, cette fois dans un cadre beaucoup plus interactif, celui d'un séminaire, ce qui est toujours particulièrement stimulant. Alors pour débuter, voilà, il me faut planter un petit peu le décor entre guillemets. La région du Mont Bégaud, elle se trouve dans le sud-est de la France, à environ 80 km de Nice, en plein cœur des Alpes méridionales. Les Alpes, sur la carte, c'est la forme rose-beige que vous voyez. Et le Mont Bégaud, qui culmine à 2872 mètres d'altitude, c'est le triangle rouge. Cette région du Mont Bégaud, elle constitue en fait l'un des plus riches ensembles d'art rupestre préhistorique d'Europe et de toute la Méditerranée. On se trouve quasiment à la frontière avec l'Italie, à cheval entre plusieurs communes des Alpes-Maritimes, dont la commune de Tende principalement. Alors voilà sur la photo un bon aperçu de ce à quoi ressemble la région du Mont Bégaud. C'est des paysages voilà, de hautes vallées alpines, des lacs, des moraines, des pâturages d'altitude, et puis surtout des roches polies qui sont très propices à la gravure. Et ces roches polies, il s'agit de schistes orange ou vert, ou de grès violet ou rose. Ces roches, elles se concentrent essentiellement dans 2 secteurs de part et d'autre du Mont Bégaud, la vallée des Merveilles au sud-ouest, à gauche sur l'image, et le Val de Fontanalba au nord-est. Alors même si le secteur de Fontanalba est tout aussi riche en gravure, je parlerai ensuite dans cette communication exclusivement de la vallée des Merveilles. Alors, quelques chiffres. D'abord, la région du Mont Bégaud, c'est tout de même plus de 4000 roches gravées et environ 40 000 gravures préhistoriques réparties sur 1400 hectares. Voilà, donc vous avez là à l'écran un exemple typique de gravure préhistorique du Mont Bégaud, avec son piquetage gris clair qui ressort bien sur la patine orangée du schiste. Et il s'agit, on va le voir sur l'autre image, de ce qu'on appelle communément un corniforme, c'est-à-dire un motif de bovin schématique qui est composé ici d'un corps ovale, d'un petit corps ovale, d'une petite queue en bas et de cornes absolument démesurées. Alors au sein du corpus, outre ces représentations animales de corniformes, on compte également beaucoup d'images d'armes, ce qui est important pour la suite, donc des représentations de poignards, de hallebardes et de haches. On a également quelques figures géométriques et puis une poignée d'anthropomorphes, des figurations humaines dont je vais reparler également. Alors, ce qui est formidable dans la région du Mont Bégaud, c'est en fait la continuité de l'acte graphique que l'on peut, que l'on doit même, à mon avis, appréhender sur le temps très long. Et si vous regardez bien, en effet, au-dessus de la corne gauche du grand corniforme préhistorique, vous remarquez une inscription beaucoup plus récente, datée de 1936. Et c'est en fait un peintre italien qui a écrit son nom, Nicola Cavallo, sa ville d'origine, Tende, qui était alors italienne, et qui a dessiné une petite chèvre, certainement de son troupeau, au-dessous. Et des graffitis de ce genre, on en compte des milliers aussi. J'en reparlerai à la fin de mon exposé. Mais revenons aux gravures préhistoriques. De quand datent-elles, ces gravures? Puisqu'avant de rentrer dans le cœur du sujet, je suis obligé de faire un peu de contexte archéologique en essayant de ne pas être trop rébarbatif. Face à l'impossibilité en fait de réaliser des datations directes sur ces gravures, datations comme le carbone 14, puisque ces gravures elles ne sont pas constituées de matière organique et puis on n'a pas retrouvé de pigments à l'intérieur,
Il n'existe finalement que deux méthodes pour estimer leur âge. La première méthode, qui a été utilisée dès la fin du XIXe siècle, elle consiste à comparer la typologie des gravures d'armes, donc les poignards, les hallebardes et les haches, à celle des armes réelles, entre guillemets, en silex, en cuivre ou en bronze, qui ont été retrouvées en fouille en contexte stratigraphique dans les sites de la région. J'ai mis à gauche de l'écran un très bon tableau synthétique réalisé par ma collègue Nicoletta Bianchi, qui montre bien voilà, l'évolution chronologique de ces gravures. Donc ainsi, on considère que les premières d'entre elles, elles ont été réalisées vers 3700 avant Jésus-Christ, à la fin de ce qu'on appelle le néolithique moyen, en haut du tableau, et que la tradition de gravure s'est perpétuée jusqu'à l'âge du bronze final ou à l'âge du fer, en bas du tableau, avant de perdurer davantage, bien sûr, avec les graffitis des époques historiques. Alors, il y a une phase qui se détache plus spécifiquement sur le site, où la pratique de gravure est particulièrement riche, particulièrement intense, les gravures d'armes notamment, c'est le néolithique final, entre 3400 et 2500 avant Jésus-Christ. Cette phase, je l'ai encadrée en rouge sur le tableau. Et en fait, si on ne se trouvait pas en plein âge du cuivre, on pourrait véritablement parler de l'âge d'or des gravures du Mont Bégaud. La deuxième méthode d'attribution chronologique, je passe très rapidement dessus, elle repose en fait sur le mobilier qui a été retrouvé dans les abris sous roche du site, qu'on appelle là-bas des djias. Et grâce à ce matériel, du silex et de la céramique, on peut confirmer donc la phase principale d'occupation du site, qui est vraiment au néolithique final, entre la seconde moitié du 4e millénaire avant notre ère et la première moitié du 3e, l'âge du cuivre. Donc c'est vraiment le moment d'apogée iconographique incontestablement du site du Mont Bégaud et de la vallée des Merveilles. Alors cette phase du néolithique, ce néolithique final, entre 3400 et 2500 avant Jésus-Christ, elle est très bien documentée dans tout le reste des Alpes. Et Otzi, la célèbre momie des glaces, que vous connaissez certainement toutes et tous, en est bien sûr la figure de proue. Daté de 3350 avant Jésus-Christ, cet homme de presque 50 ans a été retrouvé à plus de 3200 mètres d'altitude à la frontière italo-autrichienne avec tout son équipement. Avec son bonnet en peau d'ours, un arc, des flèches également, et puis une magnifique hache en cuivre dont vous voyez une restitution sur la droite de l'écran. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'analyse des cheveux et des poumons aussi d'Otzi, qui étaient assez exceptionnellement conservés, ces analyses, elles ont montré des teneurs anormales en arsenic, en cuivre, en nickel et en manganèse, ce qui suggère que Otzi a pu être lié à des activités minières ou métallurgiques durant sa vie. Il était donc peut-être un forgeron. Alors, le néolithique final, c'est en fait dans les Alpes le moment d'une vraie explosion de la métallurgie et de toutes les représentations qui accompagnent ce phénomène, comme les statues menhirs ou les stèles anthropomorphes. Dans le Haut-Adige, en haut à gauche de l'écran, on a par exemple les stèles du site d'Arco, avec leurs poignards de type Remedello, bien caractéristiques, avec des lames triangulaires en cuivre. C'est des poignards qu'on retrouve partout ailleurs dans la région, gravés sur des parois naturelles en Ubaye, déposés sous forme réelle dans des sépultures à Crémone, en Lombardie, ou encore représentés sur des stèles à Sion, aux Petits Chasseurs, où ils sont même parfois associés à des pendeloques à double spirale en cuivre, comme vous le voyez en bas à droite de l'écran. En fait, ce sur quoi je vais bien insister ici, c'est vraiment crucial pour la suite de mon propos, c'est l'importance de ce nouveau matériau, le cuivre, l'importance de son extraction, de sa transformation et de sa représentation pour les sociétés complexes et très hiérarchisées qui peuplent les Alpes à cette époque. Et d'ailleurs, le département des Alpes-Maritimes, où se trouve la vallée des Merveilles, est très riche en gîtes cuprifères et plusieurs filons ont été signalés sur le site. Alors maintenant que le cadre géographique, chronologique et culturel est posé, on peut zoomer en quelque sorte sur la vallée des Merveilles et aller regarder d'un peu plus près les 4 gravures anthropomorphes auxquelles je me suis intéressé à cause de leurs surprenantes caractéristiques communes, à savoir des pieds tournés vers l'intérieur. D'abord, il y a celui qu'on appelle le chef de tribu, depuis sa découverte au début du XXe siècle.
Alors, j'ai écrit en haut, à côté de son nom, son code, beaucoup moins romantique, dans le système d'inventaire qu'on emploie habituellement sur le site. Zone 7, groupe 1, roche 8, gravure numéro 1. La dalle du chef de tribu, c'est l'une des dalles gravées les plus connues du site, et elle a fait couler beaucoup d'encre en 1988, lorsque, pour la préserver du vandalisme, elle a été enlevée par hélicoptère et remplacée par un moulage. L'original se trouve aujourd'hui au Musée des Merveilles à Tende. Ce chef de tribu, il mesure un peu plus de 40 cm de haut, des pieds à la tête. Une tête qui a d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, une forme de chapeau de gendarme, avec un renflement, comme des oreilles sur les côtés. Et apparemment, tête apparemment transpercée par un poignard avec une lame triangulaire, étroite et très allongée. Les éléments du visage, les yeux et le nez, sont représentés sous la forme d'un petit corniforme. Son cou est plutôt épais et ses bras sont coudés et étendus à l'horizontale et se terminent par des mains avec des doigts bien individualisés. Au-dessous, sur le torse, un plastron rectangulaire affiche un deuxième corniforme de plus grande dimension. Le pénis apparaît également entre des jambes courtes aux genoux marqués. Et enfin, ces jambes se terminent donc par des pieds en rotation interne, c'est-à-dire tournés en dedans. Alors, comment être sûr que le chef de tribu appartient bien à la phase qui nous intéresse, le néolithique final donc, ou âge du cuivre? Deux éléments iconographiques entrent en jeu. D'abord, la forme de sa tête, en forme de chapeau de gendarme, qui rappelle parfaitement celle des stèles anthropomorphes de la Lunigiana, entre Ligurie et Toscane, de l'autre côté du golfe de Gênes, donc pas très très loin. Et il se trouve que ces stèles italiennes, qui sont parfois armées de poignards en cuivre, à lame triangulaire également, elles sont attribuées à la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le premier élément. Le deuxième élément, c'est la typologie du poignard qui est fiché dans la tête de l'anthropomorphe. Et dans sa thèse consacrée aux gravures d'armes, ma collègue Nicoletta Bianchi en dit, je cite, « La forme triangulaire étroite et allongée de la lame suggère une attribution au plein néolithique final. » Donc l'attribution est a priori confirmée. Pour cet anthropomorphe, on se trouve donc bel et bien entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. La deuxième gravure dont je vais parler, c'est celle qu'on nomme la danseuse, alors même qu'elle représente explicitement un homme, qui est plutôt étiphalique d'ailleurs, ou du moins doté d'un étui pénien. La danseuse, elle est plus petite que le chef de tribu, elle mesure seulement 25 cm de haut, mais en revanche, elle partage un certain nombre d'éléments en commun avec lui. Une tête en chapeau de gendarme, avec comme des oreilles aux extrémités latérales, un visage possiblement corniforme, un cou large, des bras étendus en croix et cassés au niveau des coudes, une importante plage non gravée sur le tronc, et puis bien sûr, des pieds tournés vers l'intérieur. Et à cause de toutes ces similitudes iconographiques, il est légitime d'envisager la contemporanéité des deux représentations. La danseuse, comme le chef de tribu, est sans doute elle aussi du néolithique final, de l'âge du cuivre. Alors voyons maintenant la troisième gravure qu'on appelle l'orantacéphale corniforme. Pour le coup, cet anthropomorphe-là est bel et bien de sexe féminin. En atteste le motif ovale dans la zone de l'entrejambe qui rappelle une vulve. L'orantacéphale corniforme, elle mesure 38 cm de haut. Elle n'a pas de tête, comme son nom l'indique, mais elle est pourvue d'une paire de cornes verticales qui émanent directement du haut du tronc. On constate que cet anthropomorphe, il étend ses bras à l'horizontale, avec les avant-bras relevés, comme le chef de tribu et la danseuse. Au bout des membres supérieurs, deux petites boursouflures indiquent les mains. À nouveau, sur la poitrine, il y a une sorte de plastron ou de chasuble qui présente un fort décolleté. Et les membres inférieurs, filiformes et rectilignes, s'échappent de hanches séparées du reste du corps par une rupture du piquetage et qui représente peut-être une ceinture. Vous avez cette bande horizontale qui représente peut-être une ceinture. Et enfin, surtout, comme dans les deux cas précédents, les pieds sont dirigés l'un vers l'autre, et à tel point même qu'ils se rejoignent et se confondent. Donc là encore, toutes ces similitudes iconographiques partagées avec le chef de tribu et la danseuse, donc position des bras, plastron, zone réservée, dimension a priori analogue, et puis bien sûr orientation des pieds tournés vers l'intérieur, toutes ces analogies permettent d'envisager l'attribution de la gravure entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ à nouveau.
Enfin, le quatrième et dernier anthropomorphe concerné est un peu moins spectaculaire que les trois premiers. Et d'ailleurs, il ne porte aucun petit surnom, et on le désigne seulement par son code, zone 10, groupe 2, roche 18C, gravure numéro 78. Celui-là, il mesure pas plus de 6 centimètres et demi de hauteur, des pieds à la tête. Une tête qu'il a pointue, comme vous pouvez le remarquer, et puis des pieds, une fois de plus, tournés vers l'intérieur. Ses bras sont longs, coudé est relevé, et le bras gauche se termine par un corniforme en fait, qui le surmonte, et l'ensemble évoque un attelage tractant un arrière, ce qui va nous permettre de le dater, de dater cet anthropomorphe. Puisqu'en effet, en Europe continentale, dans les Alpes, on sait que l'introduction de la traction animale, bovine a priori, pour le transport ou pour l'agriculture, donc des travois ou des charrues, cette innovation, elle intervient à partir du dernier tiers du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc en témoigne voilà, un certain nombre d'objets qui ont été retrouvés en Suisse, en Italie du Nord notamment, dans le Jura aussi. Et donc dès lors, dès la fin du 4e millénaire, ces scènes de labour, elles font l'objet parmi les sociétés néolithiques de représentations très valorisées pendant quelques siècles, jusqu'à ce que finalement la traction animale devienne quelque chose de banal. Donc elles sont un assez bon fossile directeur de la fin du néolithique. Ainsi, comme le chef de tribu, la danseuse et l'orangacéphale corniforme, le dernier petit anthropomorphe appartient lui aussi au néolithique final, l'Atho sensu, entre 3400 et 2500 avant Jésus-Christ. Alors si on récapitule la situation maintenant, petit 1, on est dans un site rupestre de haute montagne dans les Alpes-Maritimes, qui est une région riche en gîtes cuprifères. Petit 2, ce site il a été gravé principalement à l'âge du cuivre, entre 3400 et 2500 avant Jésus-Christ. Beaucoup d'armes à lame métallique y sont d'ailleurs représentées, comme partout dans les Alpes à la même période, et l'ambiance est globalement à la métallurgie. Petit 3, parmi ces gravures de l'âge du cuivre, il existe au moins 4 anthropomorphes avec une particularité rare, des pieds tournés vers l'intérieur. Alors si je dis au moins, c'est parce que d'autres anthropomorphes préhistoriques du site, peut-être, présentent aussi cette particularité, environ une dizaine de plus. Mais malheureusement, les relevés dont je dispose ne sont pas tous très fiables et je n'ai pas pu vérifier systématiquement leur exactitude sur le terrain. Donc 4, c'est un inventaire minimum. Alors la question à présent est la suivante. En tenant compte du contexte de réalisation de ces gravures, ce qui est impératif, comment peut-on les interpréter? Que signifient, à quoi font référence ces pieds tournés vers l'intérieur? Deux explications ont été avancées jusqu'à aujourd'hui. Pour Henri de Lumley, qui est le principal spécialiste du site, où ses équipes ont mené des campagnes de relevés entre 1967 et 2017, une telle posture indiquerait l'appartenance des personnages représentés au monde de l'au-delà. Donc ce seraient des défunts, des morts. Alors voilà, néanmoins, à ma connaissance en tout cas, la rotation interne des pieds n'est employée nulle part dans le monde et à aucune époque comme symbole de la mort. Selon Mark Peters, et sous une approche plus éthologique, il faudrait voir dans cette position l'expression d'une précarité. Pour lui, les pieds tournés vers l'intérieur signifieraient, je cite, un retrait pour se défendre d'une pression, d'une menace ou de quelque autre fatalité. A priori, cette hypothèse n'est guère plus convaincante que la précédente, du moins archéologiquement parlant, et donc il faut essayer de réfléchir à une autre solution, je crois. Finalement, la rotation interne des pieds constitue avant tout une anomalie anatomique. Et c'est à partir de ce constat simple que, pour ma part, j'ai jugé pertinent d'interroger d'abord les sciences médicales. Et rapidement, la pathologie du pied varus équin, ou PBVE, a éveillé mon intérêt. Cette déformation congénitale, c'est aujourd'hui la plus courante en France. Sur 1000 naissances, on compte en moyenne 1 ou 2 PBVE. Surtout, elle est bilatérale dans 50% des cas, c'est-à-dire, comme sur l'image, que les deux pieds sont affectés. Vous voyez ici ce nouveau-né avec un pied varus équin bilatéral.
Et en outre, cette pathologie, elle affecte 2 fois plus les garçons que les filles et les transmissions familiales sont de l'ordre de 25. Irréductible à la naissance, le PBVE, donc le pied-bot-virus équin, nécessite de nos jours une correction plâtrée progressive, souvent accompagnée de gestes chirurgicaux ciblés, ainsi que l'utilisation prolongée d'une attelle de dérotation. Et en l'absence de soins adaptés, ce qui est malheureusement le cas dans les pays sous-médicalisés et ce qui devait certainement être le cas aussi au néolithique final, l'individu risque de se déplacer en boitant tout au long de sa vie, en utilisant pour marcher les bords externes de ses pieds orientés vers l'intérieur. Vous en avez ici plusieurs exemples. Donc à ce stade, on est en droit de formuler l'hypothèse qu'il a pu exister dans certaines communautés des graveurs de la vallée des merveilles, et tandis que s'épanouissait à cette époque la métallurgie du cuivre, il a donc pu exister des individus atteints de pied-bot-virus équin bilatéraux. Et cette originalité physique, elle aurait suffisamment interpellé pour intégrer l'univers symbolique des dites communautés et pour faire l'objet de représentations rupestres iconographiques exceptionnelles. Alors, il est peut-être possible d'aller un peu plus loin encore dans l'interprétation de ces gravures. Pour la grande majorité des chercheurs, depuis plus d'un siècle, il fait peu de doute que les milliers de gravures rupestres de la région du Mont Bégaud ont quelque chose à voir, de près ou de loin, tout ou partie, avec la mythologie de leurs auteurs, donc avec le système de croyances religieuses qui avait cours dans les Alpes au néolithique final. Alors, si on considère maintenant les deux affirmations suivantes empruntées à deux des meilleurs mythologues occidentaux du XXe siècle. Pour Claude Lévi-Strauss, les mythes, je cite, confèrent souvent aux infirmes et aux malades une signification positive. C'est finalement ce que Georges Dumézil appelait les déficiences qualifiantes. Mircea Eliade ajoute encore, je cite à nouveau, les divinités marquées d'une invalidité étaient mises en rapport avec les étrangers, les hommes des montagnes, les nains souterrains, c'est-à-dire avec des populations montagnardes et excentriques entourées de mystères, généralement de redoutables métallurgistes. Alors la question qui se pose, c'est connaîtrait-on ailleurs, en Europe et en Méditerranée, des êtres divins, ou au moins des êtres légendaires, qui pourraient correspondre à une telle définition? Et c'est parfaitement le cas. Les plus connus d'entre eux, c'est Héphaïstos chez les Grecs et Vulcain dans la tradition romaine, dieu de la forge tous les deux et notoirement boiteux tous les deux. Le premier était d'ailleurs surnommé Calopodion, celui qui a les pieds tordus, et le second Tardipès, qui a la démarche lente. Beaucoup plus au nord, donc cette fois plus dans un contexte méditerranéen, mais dans la mythologie des Saxons de Grande-Bretagne, on rencontre encore le dieu Wieland, qui est l'équivalent de Volund dans la théogonie scandinave, dieu des forgerons et notoirement boiteux lui aussi. Et d'ailleurs, vous voyez la béquille sous son aisselle sur l'image de droite. Et les exemples de métallurgistes affaiblis par un problème orthopédique ne s'arrêtent pas là, puisqu'en fait, tout se passe comme si, dans les mythes et les légendes d'Europe, et puis d'Afrique également, comme on va le voir, les maîtres cosmiques de la forge et des métaux devaient payer le prix de leur pouvoir redouté et occulte par une mutilation ou par un handicap au niveau des membres inférieurs. En fait, une sorte de rançon pour l'acquisition de leur art mystérieux. Pour rester en Europe, d'abord, je peux mentionner Pied-d'Or, ce personnage des contes populaires de la Gascogne, un jeune orphelin engagé comme apprenti chez un terrible forgeron. Et l'élève ayant rapidement dépassé le maître, le forgeron devint jaloux et lui scia les deux pieds. Et que Pied-d'Or, le jeune orphelin, se remplacera lui-même en se fabriquant des prothèses en or, d'où son surnom de Pied-d'Or. Un autre exemple se trouve dans le Conte du Graal, le fameux roman courtois de Chrétien de Troyes du XIIe siècle, puisque, au cours de ses mésaventures, le chevalier Perceval s'était vu offrir une épée par le roi pêcheur, et malheureusement, cette épée se brisa. Perceval se rendit donc au bord d'un lac où habitait le forgeron Trébuchet, qui était dit le bancal ou le boiteux, qui était comme par hasard le seul artisan à même de reforger l'arme du héros. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique de l'Ouest, on rencontre encore le même genre de personnage. La mythologie des Minyanka, une population du sud du Mali, du Burkina Faso et du nord de la Côte d'Ivoire,
nous explique par exemple que lorsque l'ancêtre des forgerons, le premier fils du monde, sortit complètement de terre, il marchait lentement car il avait des chaussures ou des pieds en fer. Chez les Dogons du Mali, c'est un peu la même chose, à un degré moindre, puisqu'en effet, le premier ancêtre était allé chez les dieux au ciel pour voler le feu et la forge afin d'en apporter la connaissance aux hommes. Et lorsqu'il revint sur terre, la chute fut telle que ses outils, massés en enclume, lui brisèrent les bras et surtout les jambes. C'est une histoire d'initiation en somme, comme on pourrait imaginer que ce poignard qui pénètre l'oreille du chef de tribu, la gravure de la vallée des merveilles que je vous ai montré en premier, que ce poignard pourrait symboliser finalement son initiation à la maîtrise du cuivre. Alors, tous ces récits sont-ils liés les uns avec les autres? Tous ces forgerons pieds beaux, boiteux ou mutilés des pieds, mythiques ou légendaires, ont-ils un rapport entre eux? Et comment est-ce qu'on peut y intégrer les gravures de la vallée des merveilles? Euh, Depuis quelques années, certains chercheurs, comme Julien Duy ou Jean-Loïc Lequelec, ont montré que la répartition, parfois aux quatre coins du globe, de certains mythes ou de motifs mythiques, donc des petites portions de mythes, que cette répartition, elle n'était pas due au hasard ou ou à des convergences fortuites. Puisque en même temps que les populations humaines, les mythes y voyagent, si on peut dire. Ils se diffusent, ils colonisent des régions quelquefois très éloignées et ils perdurent dans le temps. Grâce à plusieurs méthodes comme l'aréologie ou la philomémétique, on peut même aujourd'hui retracer le parcours de certains de ces mythes depuis leur apparition à la préhistoire jusqu'à leur diffusion d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, voire jusqu'à leur survivance moderne. Et par exemple, à droite, j'ai mis une image de la répartition du mythe d'émergence primordiale, qui est un mythe particulièrement répandu aux quatre coins du globe et qui, pour Jean-Loïc Lequelec, serait d'abord apparu en Afrique de l'Est avant de se diffuser sur l'ensemble de la planète. Donc en fait, tout cela pour dire qu'une réflexion identique est peut-être applicable au motif mythique du forgeron claudiquant. Je dis motif mythique car dans tous les exemples que j'ai présentés, les histoires ne sont pas exactement les mêmes. Elles partagent juste un point commun important, le forgeron qu'elles mettent en scène est affaibli par un problème orthopédique. Donc si on considère que les anthropomorphes de la vallée des merveilles, aux pieds tournés vers l'intérieur, relèvent bien d'un mythe en lien avec la métallurgie, et sachant l'ancienneté de ces gravures, donc de la fin du néolithique, on pourrait poser comme hypothèse d'un travail à approfondir que la toute première occurrence du motif mythique du forgeron boiteux, elle se trouve dans les Alpes, où le motif serait apparu à l'âge du cuivre avant de se disséminer dans le reste de l'Europe et en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, la réflexion, à mon avis, est à pousser un peu plus loin ces prochaines années et elle promet probablement de belles surprises. Alors en introduction, j'ai illustré la longue continuité de l'activité de gravure au Mont Bégaud depuis le néolithique jusqu'à nos jours. En fait, il est assez courant dans le monde entier que les sites d'art rupestre soient fréquentés sur le temps très long par les communautés locales. En Afrique, en Océanie, les archéologues ne se privent donc pas, parfois, d'éclairer les représentations les plus anciennes, les représentations préhistoriques, à la lumière des plus récentes, historiques, et des témoignages oraux ou écrits qui les accompagnent. Donc en fait, dans ces régions, ce que je veux dire, c'est qu'on s'autorise à considérer que le fil n'est pas rompu d'un bout à l'autre de l'axe chronologique, que les images modernes qui sont gravées sur ces sites ont un rapport, éventuellement, avec une tradition beaucoup plus ancienne. C'est ce que nous dit, et c'est la citation en haut de la diapo, Jean-Loïc Lequelec, à propos de l'art rupestre d'Afrique australe. Alors malheureusement, une telle conception des choses, elle est assez rare en Europe, et on établit en général des ruptures arbitraires entre les phases préhistoriques et historiques des sites gravés. Et notamment, ça a longtemps été le cas au Mont Bégaud, à la Vallée des Merveilles. Mais à bien y regarder, il existe peut-être des passerelles entre les gravures anciennes néolithiques et beaucoup plus récentes, modernes, médiévales, voire modernes. L'une de ces passerelles, celle qui m'a intéressé ici, elle est représentée par ces 7 petits personnages récents que vous voyez sur l'image de gauche, qui ont été incisés à la pointe du couteau ou avec un clou par les bergers modernes, et qui, comme les anthropomorphes préhistoriques,
présentent tous des pieds tournés vers l'intérieur. Il existe également, dans l'une des vitrines du musée archéologique et ethnologique de Tende, une poire à poudre en corne de bœuf sculpté qui porte sur sa partie convexe un personnage que vous voyez sur la droite, aux pieds nus, nettement tournés vers l'intérieur. C'est un relevé que je vous ai mis à droite. Alors, est-ce que c'est un hasard tout ça? À mon sens, sans doute pas. Parce que je crois qu'il est très probable que des millénaires après leur réalisation, les gravures néolithiques du chef de tribu, de la danseuse, etc., que ces gravures, elles aient marqué les esprits des pâtres en estive à la vallée des merveilles. Et que ces pâtres modernes, supposant qu'ils étaient en présence de divinités immémoriales et désireux finalement de perpétuer une tradition qu'ils jugeaient ancestrale, et procédant en fait par mimétisme, ils auraient affublé certains de leurs propres dessins de personnages de pieds identiquement tournés vers l'intérieur. Donc on serait là peut-être en présence d'un exemple de remotivation, de réappropriation dénaturée, entre guillemets, par des populations alpines récentes d'un thème iconographique préhistorique local. Voilà, donc pour faire écho à cette ultime hypothèse et en guise de conclusion à ma présentation, je citerai simplement Louis Urtic, qui disait très justement à propos à ce sujet que les images sont comme des vases que les générations se passent pour les remplir de liquides différents. Et je vous remercie de votre attention.